Dossier 3, situation malheureusement classique que vous êtes amené à voir soit au niveau des urgences, soit au niveau des services d'hospitalisation de jour ou de consultation, qui est une histoire de dépistage qui, entre guillemets, tourne mal. Vous avez un homme de 19 ans qui vient consulter parce qu'il est tombé amoureux et souhaite faire un test de dépistage et il a plusieurs antécédents de conduite à risque. À la première question, on vous demande le bilan de dépistage que vous allez prescrire chez ce patient. C'est toujours le même et vous le connaissez en général, mais il ne faut rien oublier. La sérologie VIH, il faut évidemment la faire. C'est d'ailleurs en général pour ça que les patients viennent. Vous allez y penser. Dans le même temps, vous allez faire la sérologie hépatite B et éventuellement la sérologie hépatite C, parce que ça fait partie d'une espèce de package. Vous pouvez faire l'ensemble en même temps. Je vous rappelle que la sérologie hépatite B, dans le cadre d'un dépistage, c'est principalement l'antigène HBS, l'anticorps anti-HBC et l'anticorps anti-HBS dans le cadre de la recherche d'une couverture vaccinale éventuelle. Attention ici à ne pas oublier une dernière chose, vous avez un patient qui vous rapporte la survenue de conduite à risque d'infection sexuellement transmissible. Il n'y a pas que le VIH, faites également une sérologie syphilitique, c'est recommandé, donc un TPHA VDRL. Est-ce que le VHC se transmet par voie sexuelle? Non. Ou en tout cas, de manière extrêmement faible. L'hépatite C se transmet par voie sanguine. Maintenant, dans les conduites à risque, et on admet que les patients qui vous rapportent des conduites à risque de conduite sexuelle sont également les mêmes qui peuvent avoir eu des conduites à risque, notamment en termes de toxicomanie intraveineuse. Donc, il est de bon ton de pratiquer également une sérologie hépatite C. À la deuxième question, vous revoyez votre patient 3 jours après avec les premiers résultats et la sérologie VIH est positive et a été confirmée en Western blot. Vous faites, je vous rappelle, toujours une première sérologie dite de dépistage qui est un test ELISA et ensuite vous confirmez en Western blot. Vous allez regarder les différentes bandes, les différents anticorps contre lesquels que produit votre patient et qui réagissent contre différentes protéines du VIH. Comment on explique la situation au patient? Alors, vous avez la vraie vie et puis vous avez les ECN où vous donnez des mots-clés stéréotypés. Donc ici, évidemment, il faut faire ce qu'on appelle une information claire, loyale et appropriée. C'est un terme légal, ça paraît logique de le faire, mais il faut le mettre sur la grille aux ECN. L'information donc est claire, loyale et appropriée quant à la survenue et la découverte d'une infection rétrovirale qui est probablement secondaire à ces conduites à risque, mais il va falloir néanmoins poursuivre l'enquête et notamment vérifier que la contamination suspectée est d'origine sexuelle ou a pu être faite d'origine sanguine avec un partage d'aiguilles si jamais il y a eu toxicomanie intraveineuse. Là où ça va jouer, c'est principalement pour la recherche de co-infection. Donc information, rechercher la porte d'entrée de cette contamination. Il faut expliquer que c'est une maladie chronique qui va nécessiter un suivi au long cours et qui va nécessiter notamment un bilan initial exhaustif avec la recherche de co-infection, la recherche d'autres infections sexuellement transmissibles et puis la recherche de comorbidité et d'éventuelles contre-indications à la mise en route d'un traitement immédiat. Ensuite, il va falloir insister sur les paramètres de surveillance et rentrer dans un autre mot-clé qui s'appelle éducation de votre patient. On sait maintenant que les patients qui sont séropositifs pour le VIH sont des gens qu'on va suivre toute leur vie. On meurt beaucoup moins maintenant du VIH, ce sont des gens qu'on va suivre comme les diabétiques, comme les hypertendus, à vie, mais avec un traitement. Il faut donc insister, et dès le début, sur l'éducation du patient, en insistant sur le fait que c'est une maladie chronique, que si il y a nécessité de mettre en route des traitements, ceux-ci devront être pris avec une bonne observance et surtout toujours en référé au médecin habituel. Il faut enfin insister sur le fait de prévenir les proches. C'est médico-légal, le patient est seul maître à bord et donc le seul qui peut prévenir les proches. Vous, en tant que médecin, n'avez pas le droit de prévenir les proches de cette infection rétrovirale. Donc, il faut néanmoins inciter le patient à prévenir son entourage pour qu'eux-mêmes aillent se faire dépister et que si jamais il y a une séropositivité, qu'il puisse être pris en charge le plus rapidement possible. Enfin, et ça fait partie de l'éducation, on terminera sur la nécessité, du moins le côté indispensable d'une protection sexuelle par des préservatifs afin d'éviter toute nouvelle contamination. À la troisième question, on vous demande, selon les recommandations actuelles, qui sont celles en vigueur par le rapport Guény 2010, le bilan complémentaire qu'on doit prescrire. Le bilan initial devant la découverte d'une infection par le VIH, ça comprend l'état des lieux finalement de la pathologie avec 2 paramètres essentiels qui sont le statut immunitaire du patient, avec le typage de lymphocytes T, CD4 et CD8, mais notamment de regarder le taux de lymphocytes T, CD4, et 2 donc, le statut virologique de votre patient, c'est-à-dire la charge virale VIH. À côté de ça,
il va falloir faire d'emblée, et c'est recommandé, un génotypage du VIH, puisque on ne connaît pas exactement la souche qui circule chez votre malade, et donc on ne connaît pas son profil de résistance d'emblée à d'éventuels antirétroviraux. À côté de ça, vous allez faire un bilan des comorbidités du malade, donc une numération formule sanguine avec une numération plaquettaire, un bilan hépatique, un bilan rénal, qui vont pouvoir conditionner la mise en route de tel ou tel traitement. Ensuite, vous allez faire un typage de l'antigène HLA-B57 qui va également conditionner la mise en route de tel ou tel traitement. Et puis, vous allez faire le bilan des co-infections ou le statut sérologique de certaines infections qui peuvent se révéler avec l'immunodépression liée au VIH. Le bilan des co-infections, c'est la sérologie hépatite C, la sérologie hépatite B qu'on avait déjà fait tout à l'heure, la sérologie syphilitique également. Les sérologies de certaines infections qui peuvent se révéler avec l'immunodépression du VIH, c'est la sérologie toxoplasmose qu'il faut faire, la sérologie CMV également. Et ça va servir de base dans le suivi du malade. Enfin, vous allez, dans les autres comorbidités, rechercher une carence en vitamine D, qui est de plus en plus à la mode, il va falloir faire. Vous allez regarder la glycémie à jeun pour rechercher s'il y a un diabète préalable à la mise en route d'un éventuel traitement antirétroviral et également faire un bilan lipidique dans le même cadre. Les deux derniers, glycémie à jeun et bilan lipidique, peuvent être perturbés par la mise en route d'un traitement antirétroviral. C'est ce qui justifie de le faire initialement. Et vous allez terminer par la recherche d'une protéinurie à la bandelette urinaire puisqu'il peut y avoir des complications rénales et notamment glomérulaires de l'infection par le VIH. Oui, qu'est-ce que le rapport Yeni 2010 ? Le rapport Yeni 2010, c'est les recommandations en matière de prise en charge des patients infectés par le VIH. C'est quelque chose qui fait suite à ce qui était préalablement le rapport d'Elfrécy. C'est le professeur Yeni, chef de service de la maladie infectieuse de Bichat, qui l'édite. Il est en général édité tous les 2 ans. Il n'est pas encore sorti pour 2012. À la question 4, on vous demande les indications actuelles, toujours suivant ce rapport Yeni 2010, à débuter un traitement antirétroviral. Il faut bien retenir une chose, c'est que l'indication principale à déclencher un traitement antirétroviral se fait sur le statut immunitaire et somme toute assez peu sur le statut viral. Autrement dit, l'indication évidemment la plus formelle à débuter un traitement antirétroviral, c'est l'évolutivité clinique, notamment avec un patient qui présente une évolutivité en stade SIDA, en stade C, avec la survenue d'infections opportunistes et notamment en fait tous ceux qui ont un taux de lymphocyte TCD4 dont on sait maintenant qu'il doit être inférieur à 350 pour qu'on déclenche sans délai la mise en route d'un traitement antirétroviral. Donc, moins de 350 lymphocytes TCD4 ou, évidemment, une complication infectieuse, on démarre. Si le statut immunitaire est intermédiaire, c'est-à-dire un taux de lymphocyte TCD4 entre 350 et 500, il y a un consensus relatif pour déclencher le traitement antirétroviral, sauf si le patient dit qu'il n'est pas prêt. Auquel cas, on peut attendre de voir venir, on continue à le surveiller, ce qu'on fait en règle générale tous les 3 mois, pour à chaque fois lui en reparler, mais entre 350 et 500, on sait maintenant de plus en plus qu'on doit proposer au patient un traitement antirétroviral qu'il est là en droit de refuser. Enfin, quand il y a plus de 500 T4, on estime que le patient est au même risque que la population générale de faire une infection opportuniste. Il n'y a donc pas de consensus pour, si on est infecté par le VIH, mais qu'on a plus de 500 lymphocytes CD4, pas de consensus pour déclencher un traitement. Après, il y a d'autres indications qui vont se discuter au cas par cas. Le statut virologique, et notamment une charge virale plasmatique VIH supérieure à 100 000 copies par millilitre, on doit pouvoir proposer un traitement au malade. Et puis après, il y a sur la cinétique une baisse rapide et confirmée des lymphocytes TCD4, même s'ils sont au-dessus de 350, on doit pouvoir proposer également un traitement antirétroviral. C'est plus discutable sur les co-infections hépatite B ou hépatite C, mais dans le rapport Yeni, ce sont des choses qui sont à discuter avec le patient quand même. Si l'âge est supérieur à 50 ans et s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaires, puisque on sait que l'infection par le VIH, au jour d'aujourd'hui, est quasiment considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire. On peut donc essayer d'éteindre celui-là par les traitements antirétroviraux de la même manière qu'on essaye d'éteindre une dyshlipidémie par un traitement par statine. La dernière indication, c'est le souhait du patient, notamment pour limiter le risque de contamination sexuelle, auquel cas on doit pouvoir discuter avec le patient. S'il exprime le souhait d'un traitement antirétroviral, on est en mesure de lui proposer. À la 5e question, on précise un petit peu l'état de votre patient. Le taux CD4 est à 73 par millimètre cube, la charge virale est à 1 million de copies, donc un statut immunovirologique extrêmement défavorable, ce qui, soit dit entre parenthèses, est en général le cas des patients qui sont infectés avec une durée d'infection qui dépasse 10 ans.
Vous décidez d'instaurer un traitement, les classes que vous devez introduire, on connaît le terme de trithérapie antirétrovirale. La trithérapie la plus classique, c'est l'association de 2 inhibiteurs nucléosidiques et soit un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, soit un inhibiteur de protéase. En général, l'inhibiteur de protéase doit être associé au ritonavir, ce qu'on appelle les IP boostés, puisque le ritonavir favorise l'efficacité de vos inhibiteurs de protéase. Donc une trithérapie, 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, plus soit un inhibiteur non nucléosidique, soit un inhibiteur de protéase dit boosté. On peut également proposer toujours la base de 2 inhibiteurs nucléosidiques et un 3e agent qui peut être un agent d'une autre classe, en particulier les anti-intégrases, les inhibiteurs de fusion ou éventuellement l'anti-CCR5 qui s'appelle le Maraviroc. Tout ça sont des cocktails à faire au cas par cas. L'association la plus classique, c'est souvent 2 inhibiteurs nucléosidiques et un non nucléosidique ou un inhibiteur de protéase. Dans tous les cas, il faut rechercher les contre-indications préalablement à la mise en route d'un traitement antirétroviral. Soit parce que la classe que vous voulez introduire est contre-indiquée en cas de défaillance hépatique, de défaillance rénale ou d'anomalie hématologique. Donc ça, il faut aller le rechercher. Soit parce que votre patient a déjà été traité, qu'il a fait une allergie à tel ou tel médicament, ou alors que le génotype du virus circulant de votre patient montre déjà des résistances à certains types de traitements. Ce que vous faites également, c'est la recherche de l'allèle HLA B57. On en parlait, ça fait partie en général du bilan initial. Il faut en tous les cas que cela figure avant la mise en route du traitement antirétroviral. Et enfin, en dehors ici de la trithérapie antirétrovirale, n'oubliez pas que c'est un malade fortement immunodéprimé avec un taux de lymphocytes TCD4 inférieur à 200 par millimètre cube. Il faut donc faire de la prophylaxie primaire par le Bactrim, le cotrimoxazole, qui est une prophylaxie anti-pneumocystose et toxoplasmose en prophylaxie primaire à la dose de 1 comprimé adulte par jour. Qu'entraîne la présence de l'allèle HLA B57 ? Alors, la présence de l'allèle HLA B57-01, c'est quelque chose qu'on doit rechercher parce qu'on sait que c'est associé à la survenue d'hypersensibilité à l'abacavir. Donc, il faut absolument le rechercher avant, notamment si on veut initier l'abacavir. Et ça fait maintenant partie du consensus à rechercher avant la mise sous traitement antirétroviral. À la 6e question, vous revoyez votre malade arriver aux urgences dans un tableau de détresse respiratoire aiguë et vous évoquez le diagnostic de pneumocystose, notamment du fait de l'immunodépression préalable. La confirmation du diagnostic, qui était la première partie de la 6e question, la confirmation du diagnostic est microbiologique. Ça doit se faire sur des prélèvements pulmonaires qu'on peut faire soit sur des crachats, soit sur une fibroscopie bronchique avec un lavage broncho-alvéolaire et surtout une aspiration bronchique. Ce qu'on recherche, on le fait partir au laboratoire de microbiologie et ici on doit aller rechercher des kystes de pneumocystis gyrovesi. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient encore des anciens livres, que ça ne s'appelle plus Pneumocystis carini maintenant, mais Pneumocystis gyrovesi depuis une dizaine d'années. On peut encore le retrouver dans certains bouquins. Donc, à rechercher ces kystes sur les expectorations ou sur le lavage broncho-alvéolaire. La thérapeutique qu'on instaure, c'est à base principalement de cotrimoxazole, donc de Bactrim. En l'absence de signes de gravité, ce qui est le cas ici, vous avez 2 possibilités. Soit l'instaurer en intraveineux, à la dose en général de 12 ampoules par jour en intraveineux, que vous répartissez en 3 prises par jour, soit Péros, et dans ces cas-là, vous donnez du Bactrim forte, qui est la plus forte dose, et vous donnez en 3 prises par jour, 6 comprimés par jour. Donc en général, ce qu'on fait, c'est 2 comprimés le matin, 2 comprimés le midi, 2 comprimés le soir. Donc du Bactrim en intraveineux ou en Péros, associé à des mesures de traitement symptomatique en hospitalisation. Donc le traitement symptomatique, ça va être évidemment l'oxygène, et éventuellement une rééquilibration hydroélectrolytique en perfusion si jamais il y en avait besoin. Et il faut surtout surveiller la bonne tolérance du traitement, outre l'efficacité, puisque le Bactrim peut donner des allergies gravissimes, et notamment des allergies cutanées. Donc une confirmation microbiologique sur les aspirations pulmonaires, un traitement par Bactrim avec une surveillance de l'allergie. Somme toute, la pneumocystose est quelque chose qui est un item relativement simple dans la prise en charge des complications du VIH. Peut-on faire une fibroscopie bronchique à un patient en détresse respiratoire ? Alors, à un patient, tout dépend de ce qu'on appelle détresse respiratoire. Un patient qui a une détresse respiratoire avec une PO2 inférieure à 65-60 mm de mercure, c'est vrai qu'on n'aime pas du tout faire une fibroscopie bronchique et dans tous les cas, dans ces situations-là, le réanimateur doit être prévenu. En dessous de
55 mm de mercure, le seuil de l'insuffisance respiratoire aiguë réellement, dans ces cas-là, la fibroscopie bronchique ne peut se faire qu'en réanimation. Au-dessus de 70 mm de mercure de PO2 en air ambiant, on peut par contre faire la fibroscopie bronchique. Ça n'est pas un état respiratoire de gravité qui nous contre-indiquerait cet examen-là. À la 7e question, les mesures de prophylaxie secondaire que vous pouvez prendre. Alors oui, il faut prendre des mesures de prophylaxie secondaire dans les suites d'une pneumocystose. Et en l'absence d'allergie, on va poursuivre le Bactrim. On va simplement changer la dose. Le Bactrim passe ici à du Bactrim adulte à la dose de 1 comprimé par jour. L'alternative, si vous avez une allergie au Bactrim, que vous avez fait une allergie au Bactrim sur le traitement d'attaque, ce que vous devez proposer, c'est une prophylaxie secondaire. Il y a deux possibilités, soit par Welvon, c'est des sirops jaunes en général que le patient doit prendre. Une manière assez simple de savoir s'il les prend bien, c'est qu'en général ça colore un petit peu la muqueuse buccale à l'intérieur, donc la Welvon. L'alternative, c'est la pentamidine ou les aérosols de pentacarinate qu'on donne en général tous les mois. Et ça, que ce soit le Bactrim, la Welvon ou les aérosols de pentacarinate, a donné jusqu'à l'obtention d'une reconstitution immunitaire satisfaisante, en l'occurrence d'avoir un taux de lymphocyte CD4 supérieur à 200 par mm3 pendant au moins 3 mois. Vérifié à au moins 3 mois d'intervalle, c'est vrai que classiquement, on retient le seuil de 6 mois pour pouvoir arrêter le traitement de prophylaxie secondaire.